Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Souvenirs et chroniques de la duchesse de Dino, nièce aimée de Talleyrand. C'est le titre d'un document qui vient d'être publié dans la collection Bouquins chez Robert Laffont et que Franck Ferrand a choisi de nous présenter cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Je suis très heureux de recevoir Laurent Theiss cet après-midi. C'est lui qui a eu l'idée d'éditer les précieux souvenirs de la duchesse de Dino. Nous allons feuilleter ensemble ce passionnant ouvrage après que je vous aurai remis à l'esprit les grandes lignes d'une vie dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas commune. Après quoi, à la fin de l'émission, je répondrai à la question inattendue de Madeleine sur les origines de cette expression qui voudrait que les carottes rendent aimables, ce qui pourrait laisser entendre que notre duchesse de Dino en avait beaucoup consommé, car aimable, c'est peu de dire qu'elle l'était. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est l'histoire d'une grande dame, à l'image admirable, à la réputation nettement plus sulfureuse, que je vais vous raconter. La dame s'appelle Dorothée de Courlande. Elle était duchesse de Talleyrand, de Sagan et de Dino. Dino, c'était le titre que portait son époux avant d'être duc de Talleyrand. Dorothée de Courlande, donc. Nous avons un peu oublié aujourd'hui ce qu'est la Courlande. C'est une contrée qui se trouvait entre la Prusse et la Russie, sur les rivages de la mer Baltique. Et à cette époque, quand je dis à cette époque, au tout début du XVIIIe siècle, on va remonter bien avant la naissance de notre Dorothée, au début du XVIIIe siècle, la Courlande avait pour souveraine une certaine Anna, qui était la nièce du tsar Pierre, de Pierre le Grand. Or, cette Anna avait, on ne sait pas comment, personne n'a jamais pu éclaircir ce mystère, elle avait rencontré, en tout cas, un garçon magnifique qui s'appelait Peter van Bieren, qu'on appelle nous Pierre de Biron, on avait francisé, vous savez, c'était comme ça à cette époque. Qu'était-il ce Pierre de Biron? Est-ce qu'il était véritablement secrétaire d'ambassade, comme on l'a dit, ou est-ce qu'il était plutôt palefrenier, comme le pensent la plupart des historiens? Vous me permettrez de préférer la deuxième solution, parce qu'elle est évidemment plus romanesque. Toujours est-il que, lorsque notre duchesse de Courlande est devenue l'impératrice de toutes les Russies, eh bien, elle a fait pleuvoir sur les épaules de ce jeune homme des titres, des charges, des honneurs, toutes sortes de richesses et toutes sortes d'avantages, au point même qu'en 1737, elle l'a fait duc de Courlande. Il était prêt à devenir quasiment tsar, en tout cas à devenir le régent de Russie, lorsque, en 1741, on est juste après la mort de l'impératrice, bien entendu, en 1741, une conspiration militaire va le chasser du pouvoir. Il avait épousé avant cela une certaine Benigna de Trotha-Tredem, qui était une dame très comme il faut, et qui a dû partager son exil. Et quand je dis l'exil, c'était une captivité terrible. On les a envoyés en Sibérie dans ce qu'on appelait une kibitka, c'est-à-dire une espèce de voiture de force sans aucune suspension. Vous imaginez, rien que le voyage en tant que tel était une véritable torture. Et cet exil de Pierre de Biron et de son épouse va durer 21 ans jusqu'en 1763, lorsque le tsar Pierre III leur restitue la Courlande. Et les voilà de retour, si je puis dire. Ils ont un fils aîné, notamment, qui va devenir leur successeur, Pierre Ier de Courlande. Ce Pierre Ier de Courlande est poussé par l'impératrice Catherine, par la grande Catherine de Russie, à lui vendre le duché. C'est ce qu'il va faire en 1793, et à 55 ans, il épouse une toute jeune fille, absolument magnifique, qui s'appelle Dorothée de Medem, et qui va lui donner 4 filles. Eh bien, celle qui nous intéresse aujourd'hui, notre Dorothée à nous, c'est la 4e de ces filles qui se trouve très riche héritière à l'âge de 7 ans. Quand je dis très riche héritière, imaginez que cette petite gamine a une maison à elle. C'est assez extraordinaire ce qui lui arrive. Sa mère n'est pas une mère très maternelle. Elle la laisse tout simplement à 8, 9, 10 ans mener le train d'une vraie dame. Alors elle a quand même 2 précepteurs. Mademoiselle Hoffmann, qui est une Allemande, la vieille fille allemande, vous savez, un peu revêche, extrêmement efficace en même temps, et puis un prêtre italien, l'abbé Scipion
Piattoli, et c'est cet abbé Piattoli qui va fiancer, si l'on peut dire, notre Dorothée à un grand seigneur, je vous dirai qui dans un instant. Elle-même au départ ne savait pas trop bien qui c'était. Quant à mademoiselle Hoffmann, et ça c'est le plus étonnant, c'est qu'elle va constituer pour sa pupille, si je puis dire, un véritable salon. Ce qui fait que notre Dorothée, à l'âge de 10 ans, de 11 ans, reçoit les grands esprits de l'Europe dans un salon qui, à Berlin, parce que la famille s'est installée en Allemagne et qu'on a différents châteaux et surtout des palais dans Berlin, à Berlin, comment pourrais-je dire, le salon, parce que c'est un salon, le salon de mademoiselle Dorothée fait directement concurrence à celui de sa mère, qui s'appelle Dorothée aussi. Alors, arrive la période des guerres napoléoniennes, la période de l'Empire. En 1806, le superbe palais de Dorothée est réquisitionné pour être occupé par un général français. On est au lendemain d'Iéna. À ce moment-là, on va voir notre Dorothée rejoindre sa mère qui était en Russie. Et assez étrangement, c'est à Mito. Mito, c'était l'ancienne capitale de la Courlande. C'est là qu'elle va retrouver donc sa mère. Elle va elle va rencontrer à cette occasion un personnage très important qui est un exilé, le plus célèbre des exilés de l'époque, le frère de Louis XVI, qui pour les royalistes français est le roi Louis XVIII et qui va l'apprécier parce que je crois que personne ne peut rencontrer cette jeune fille qui maintenant a 14 ou 15 ans, sans être tout simplement éblouie, non seulement par sa beauté, mais par sa fraîcheur, par son esprit piquant, extraordinaire, au point même que l'on va songer à marier Dorothée avec le duc de Berry, figurez-vous, le tout jeune duc de Berry. En vérité, Dorothée, je vous l'ai dit, est fiancée. Elle est fiancée à celui qui maintenant est ministre des Affaires étrangères et l'ami intime du tsar Alexandre de Russie, c'est Adam Czartoryski. C'est lui qui a choisi l'abbé Piattoli au milieu de toutes sortes de prétendants, parce que tout le monde voudrait l'épouser, cette sublime Dorothée. Je pense aux princes de Salm, de Solms, de Hohenlohe, des ducs de Cobourg et de Gotha. Même le prince Auguste de Prusse est sur les rangs. Celui qui va régler la question, c'est le tsar Alexandre en personne, et il va le faire poussé par un personnage qui dans l'ombre est là déjà et va faire comme toujours valoir ses intérêts. Le personnage en question, le diable de l'Europe, c'est Monsieur de Talleyrand. Sur Europe 1, un extrait de la symphonie fantastique de Berlioz, Le Bal, dirigé par le chef d'orchestre américain James Levine. La suite de ce récit sur la duchesse de Dino, épouse du neveu de Talleyrand. Monsieur de Talleyrand a bien l'intention de marier son neveu, Edmond de Talleyrand, Edmond de Périgord, comme on l'appelle à l'époque. Il a bien l'intention de le marier à la belle Dorothée de Courlande. Et pour ça, on va monter toute une histoire, toute une machination. On fait croire à la pauvre petite que son beau fiancé, Adam, l'ami du tsar Alexandre, s'est déjà engagé ailleurs, qu'il l'a trahi, et donc de dépit, elle va finir par accepter. Voilà ce qu'elle raconte elle-même dans ses souvenirs. Convaincue, indignée, je me lève, prie ma mère de passer dans la chambre à côté et lui dit, dans ce premier moment d'amertume, que puisque le prince Adam rompait lui-même ses engagements, je me regardais comme libre des miens, que je serais fort aise d'être mariée bien avant lui, que mon cœur étant indifférent pour tout le monde, je ne demandais pas mieux que de fixer mon choix sur la personne qui convenait à ma mère et qu'elle pouvait dès ce moment donner ma parole à monsieur de Périgord. Mon Dieu, quelle naïveté! Elle est victime d'un véritable complot, cette gamine. Je parlais vite, avec des larmes dans les yeux et dans la voix, dit-elle,
dit-elle, mais ma mère eut l'air de ne s'apercevoir de rien, m'embrassa avec transport, m'applaudit, loua ma fierté, excita encore mon ressentiment, me remercia de prendre un parti qui allait combler tous ses vœux et, sans perdre une minute, me dit qu'elle allait annoncer cette bonne nouvelle à monsieur de Périgord. J'aurais voulu l'arrêter, mais elle était déjà rentrée dans le salon et je courus alors m'enfermer dans ma chambre, d'où je ne voulus pas redescendre de la soirée, et je passais la nuit à pleurer. Alors, le lendemain, il va y avoir la présentation des deux jeunes gens. On les met face à face, on se retire et on les laisse tous les deux dans le salon, vous imaginez. Assis en face l'un de l'autre, racontera Dorothée, nous fûmes longtemps dans le plus profond silence. Je le rompis en disant « J'espère, monsieur, que vous serez heureux dans le mariage que l'on a arrangé pour nous. Mais je dois vous dire moi-même ce que vous savez sans doute déjà, c'est que je cède au désir de ma mère, sans répugnance à la vérité, mais avec la plus parfaite indifférence pour vous. Peut-être serais-je heureuse, je veux le croire, mais vous trouverez, je pense, mes regrets de quitter ma patrie et mes amis tout simples, et ne m'en voudrez pas de la tristesse que vous pourrez dans les premiers temps du moins remarquer en moi. Quel esprit, quelle exquise douceur chez cette jeune fille. Et voilà ce que lui répond le promis. « Oh mon Dieu !» me répondit M. Edmond. « Cela me paraît tout naturel. D'ailleurs, moi aussi, je ne me marie que parce que mon oncle le veut, car à mon âge, on aime bien mieux la vie de garçon. Garçon, à l'époque, ça voulait dire de célibataire. » Voilà ce qui s'appelle faire sa cour à une jeune épousée. Vous imaginez comme tout ça est terrible. Ce qu'on ne pouvait prévoir, raconte André Germain, c'est que le bénéficiaire de tout cet imbroglio sentimental allait être, à 60 ans, le sorcier de l'affaire. Et oui, vous l'avez reconnu, ce sorcier, c'est Talleyrand, bien entendu. Comment les choses en arrivèrent-elles là? Comment, par quelle transition délicate et insensible, le sorcier détesté devint-il peu à peu l'oncle vénéré, le conseiller écouté et finalement l'amant? Voilà ce que nous ne saurons jamais. Alors, quand on dit qu'on ne le saura jamais, on peut au moins se poser la question. Et c'est ce que fait Laurent Theiss dans l'introduction de ses souvenirs et de cette chronique de Dorothée de Courland, de la duchesse de Dinaud. Est-ce à Vienne, demande-t-il, qu'ils devinrent amants? Pour la police française, la chose était acquise depuis 1813, ce qui semble prématuré alors que Dorothée attendait son fils Alexandre et que la duchesse de Courland, donc sa mère, et son gendre, donc son mari, étaient à portée de regard et de voix. Dans tout ce qui s'écrivit à Vienne au sujet du congrès, à peine pourrait-on trouver une allusion. Sans doute, durant les 9 mois passés sous le même toit, les conditions de possibilité furent-elles progressivement réunies, à mesure que chacun se révélait à l'autre. Aucun des deux, en tout cas, ne quitta Vienne dans le même état de sentiment où ils y étaient arrivés. La transformation fut chez Dorothée beaucoup plus vive, car elle se découvrit amoureuse et s'enflamma pour la première fois. Alors on se dit, elle est amoureuse du vieux Talleyrand? Non, pas pour son oncle, nous dit Laurent Theiss, mais pour le comte Clam Martinitsch, un officier autrichien d'à peine 1 an son aîné, de bonne famille, soldat déjà éprouvé et diplomate prometteur. Tout ça, vous l'aurez compris, ou peut-être compris, tout ça se passe à Vienne, au moment du fameux congrès qui, en 1814-1815, doit mettre un terme aux guerres napoléoniennes et réorganiser politiquement l'Europe. Vous savez le rôle essentiel qu'a pu jouer Talleyrand à Vienne. Alors on dit que ses cuisiniers et ses maîtres d'hôtel ont joué un rôle au moins aussi important que le sien. Il y a quelqu'un d'autre qui a joué un rôle essentiel. Ce n'est certes pas Madame de Talleyrand, qui était une brave femme mais absolument incapable de tenir une société, celle qui jouait les maîtresses de maison, celle qui pour son oncle par alliance est devenue en quelque sorte la bonne fée, c'était la duchesse de Dinaud, c'était notre Dorothée qui finalement ne faisait de cette manière que rouvrir son salon. N'oubliez pas qu'elle était polyglotte, n'oubliez pas qu'elle avait longtemps tenu salon à Berlin, ce qui l'a prédisposée en quelque sorte à devenir l'arbitre des élégances à Vienne. Alors, une liaison se noue à ce moment-là entre la nièce et l'oncle, donc entre Dorothée et Talleyrand, ça c'est à peu près certain, et puis une autre liaison se noue avec ce comte Clam, qui est jeune, qui est beau, et qui va bientôt devenir le pire cauchemar de Monsieur de Talleyrand. Aujourd'hui, nous parlons de la duchesse de Dinaud sur Europe 1 avec Franck Ferrand et vous pouvez bien sûr réagir et poser toutes vos questions à Franck et à son invité sur Twitter avec le hashtag ACDH sur la page Facebook au cœur de l'histoire ou sur europe1.fr. Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h,
sur Europe 1. Et aujourd'hui, Franck nous conte avec son invité la vie passionnante et passionnée de la duchesse de Dino. Elle est tout simplement déchaînée, Dorothée de Dino, Dorothée de Courlande, je ne sais plus comment l'appeler, la nièce par alliance de Monsieur Talleyrand. Lorsqu'elle revient à Paris, n'oubliez pas que la capitale, bien sûr, est occupée pour la seconde fois après les 100 jours, après la dernière expérience napoléonienne et la défaite de Waterloo. Et l'on sait, on pense en tout cas qu'en 1815, c'est ce que nous dit Volabelle, elle serait montée sur la croupe d'un cosaque pour assister à l'entrée des Russes dans Paris. Vous imaginez, on sait aussi qu'elle va assister à la revue des troupes russes par le tsar Alexandre, à cheval, s'il vous plaît. Tout ça ne la rend pas populaire, c'est certain. Elle n'est pas populaire dans le public, elle n'est plus très populaire non plus dans son intimité, car son oncle est jaloux, affreusement jaloux, de ce jeune Clam dont elle est tombée amoureuse. De l'aveu général, nous dit Laurent Theiss, Talleyrand, dont la liaison avec sa nièce était désormais connue, avait mal supporté les soubresauts des mois précédents. Étienne Pasquier, ministre de la Justice et de l'Intérieur dans son gouvernement, se souvient: quant à Monsieur de Talleyrand, il est difficile de croire, à moins de l'avoir vu, que le moment où il devait être exclusivement occupé des affaires dont le fardeau et la responsabilité auraient effrayé l'homme d'État le plus consommé et le plus sûr de ses moyens, ait été précisément celui qu'à 60 ans passés, il a choisi pour se livrer à un sentiment dont l'ardeur l'a absorbé au point de ne lui laisser aucune liberté d'esprit. Quand il put croire que la personne dont la présence lui était si précieuse l'avait quitté, il tomba dans un abattement impossible à décrire, au moral comme au physique. Et c'est vrai que le pauvre Talleyrand n'est plus que l'ombre de lui-même. Un observateur nous le décrit séché, languissant, abattu et se traînant de place en place, nous dit-on. Il était vraiment devenu l'ombre de lui-même. Il était amoureux, il était malheureux en amour. Et la France, nous dit André Germain, la France faillit pâtir des émotions trop fortes qu'une nièce de 20 ans donnait à l'homme d'État le plus considérable et le plus glorieux de l'Europe. Pour la seule et unique fois en 80 ans de nonchalant labeur, de persévérante intrigue, le lion, ou plutôt le renard amoureux, s'abandonna. Il ne savait plus se défendre aux Tuileries, ni parler à l'Europe. Et ça, le roi Louis XVIII, qui était tout sauf sot, s'en est bien sûr rendu compte. Il ne va pas tarder à se passer des services de Monsieur de Talleyrand, qu'il congédie gentiment, ce qui donne à Talleyrand, ce qui donne au prince de Bénévent, comme on l'appelait à l'époque, la possibilité de se concentrer sur ses affaires amoureuses. Alors, il faut vous dire que l'essentiel de l'activité de Talleyrand va consister dans les années 1810 à 1818, etc., à cacher les grossesses et les accouchements de sa nièce, des accouchements qui sont assez fréquents pour prouver qu'elle a quelques liaisons, et pas seulement avec le comte Clam. Finalement, les choses vont changer. Talleyrand et Dorothée, nous dit Germain, étaient de ces êtres auxquels une indomptable vitalité et la complaisance du sort assurent de perpétuelles revanches, comme c'est bien dit. La révolution de 1830 fut pour eux une chance exceptionnelle. Elle modifiait les perspectives. Le doyen des chancelleries, le grand diplomate, au passé plus chargé encore d'expérience que de scandale, apparaissait soudain comme un faiseur de considération et comme aux yeux de l'Europe, le blanchisseur d'un régime un peu souillé. Effectivement, le roi Louis-Philippe, le nouveau roi du nouveau régime, va envoyer le très vieux monsieur de Talleyrand, mais très respecté, très considéré, là, sans doute la personne la plus célèbre de l'Europe à l'époque. Il va l'envoyer en ambassade à Londres. Et quand je dis « il va l'envoyer », plus juste serait de dire « il va les envoyer », puisque ce qui va faire le succès de cette ambassade londonienne, au-delà de la célébrité de Talleyrand, c'est le savoir-faire exquis de notre duchesse de Dino, qui une fois encore se montre piquante, utile, intéressante. Elle tient salon comme elle l'a toujours fait depuis son enfance. Elle réunit autour d'elle ce que la capitale britannique peut avoir de plus brillant. Et croyez-moi, lorsqu'elle repartira, on la regrettera. Elle va, d'une certaine manière, assumer la fin de la carrière de Talleyrand. D'ailleurs, elle le lui dit. Elle lui dit, il faudrait que tout cela cesse. Dans la jeunesse, écrit-elle à Talleyrand, tout moment est bon pour entrer en lice. Dans la vieillesse, il ne s'agit plus que de bien choisir celui pour en sortir. Déclarez-vous vieux pour qu'on ne vous trouve pas vieilli. Elle s'acharnera, si je puis dire, puisqu'à la toute fin de la vie de Talleyrand, dans quelques années, elle va être celle qui le convertira, en quelque sorte, qui le ramènera dans le giron d'une religion catholique dont le moins qu'on puisse dire est qu'il s'était éloigné. Elle a 45 ans lorsque meurt Talleyrand.
Elle est encore très belle, elle va encore connaître des aventures extraordinaires. Alors elle repart pour l'Allemagne, parce qu'en fait son vrai pays c'est là-bas. Elle tient salon de nouveau à Berlin, elle va devenir princesse de Sagan, s'il vous plaît, puisqu'elle a racheté les terres et le titre à ses sœurs. Et elle tombe folle amoureuse d'un jeune prince polonais qui s'appelle Félix Lichnowsky. Ce Félix Lichnowsky, c'est le grand amour de Dorothée. Et voilà qu'en 1848, il est sauvagement assassiné par les révolutionnaires du printemps des peuples, vous savez. Ça va être peut-être pas le dernier de ses chagrins dans ce monde, puisqu'elle connaîtra encore quelques belles histoires d'amour, mais elle s'éteindra, Dorothée, en 1862. Voilà ce que nous dit Laurent Theiss. Dorothée de Dino fut l'une des plus grandes dames, comme on dit, du premier 19e siècle européen, avec Germaine de Staël et moindrement Dorothée de Liévin et la baronne de Grudner. Toutes quatre mêlèrent la politique à leur vie sentimentale qui fut ardente et brillèrent au firmament de la plus haute société, croisant souvent la grande histoire, l'infléchissant quelquefois. La duchesse de Dino fut parfois comparée, y compris par son oncle, aux Amazones de la Fronde, les duchesses de Longueville et de Chevreuse, un rapprochement dont Prosper de Barante tint dans sa nécrologie à la laver sans tout à fait convaincre. Sa plus grande originalité, qui fait aussi le prix de sa chronique, et le tandem qu'elle forma avec Talleyrand, son seul véritable grand homme durant près de 25 ans. Il est peu d'exemples d'une telle union intellectuelle et affective entre deux personnalités si différentes, si fortes et devenues indispensables l'une à l'autre. Bonjour Laurent Theiss. Bonjour Franck Ferrand. Avec votre épouse, vous avez établi, présenté, annoté cette édition des souvenirs et de la chronique de la duchesse de Dino, que vous appelez la nièce aimée de Talleyrand. C'est exactement cela. Europe 1, au cœur de l'histoire. Soumise à condition. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Sur Europe 1, le piano trio numéro 2 de Schubert, avec au violoncelle Moray Welch, et c'était sur la bande originale du film Barry Lyndon. Franck Ferrand est avec vous cet après-midi jusqu'à 15h au cœur de l'histoire consacrée à la duchesse de Dino. Alors, nous n'allons pas refaire toute la vie de la duchesse de Dino, Laurent Theiss, mais tout de même, ce qui est extraordinaire dans son destin, c'est sa précocité. Voilà une petite fille qui tient salon à l'âge de 9 ans. C'est complètement fou, cette histoire. Eh bien, les circonstances ont voulu qu'elle soit livrée à elle-même, comme vous l'avez dit, puisque sa mère, la duchesse de Courlande, la laissait de côté, comme c'était le cas dans beaucoup de familles aristocratiques d'ailleurs. En plus, c'était la 4e des filles. Donc... C'était la 4e des filles. Elle était la duchesse de Courlande dans son 3e ou 4e amant, qui l'occupait beaucoup. Et donc, elle l'a livrée à elle-même, ou dans les mains d'une gouvernante et d'un précepteur dont vous avez parlé. Et la chance a voulu qu'elle, Dorothée, soit la plus douée des 4 sœurs, et qu'elle ait pris en main son destin dès l'origine. Ce qui caractérise, à mon avis, la duchesse de Dino, c'est qu'elle était extraordinairement maîtresse d'elle-même. Oui, c'est ça. C'est une maîtresse femme, à beaucoup d'égards dans cette acception, mais elle a commencé par se consacrer, par se saisir d'elle-même très tôt. Elle n'est pas le seul exemple. Germaine de Staël, qui appartient à la génération précédente, très petite fille, et bien que ses parents étaient beaucoup plus attentifs, dès 11 ou 12 ans, tient salon, tient conversation avec toutes les têtes politiques et littéraires de l'Europe. Cette toute fin du XVIIIe et ce début du XIXe siècle sont d'une grâce et d'une vivacité intellectuelle sidérante, et les femmes y contribuent beaucoup, ce qu'on a parfois tendance à oublier. Ça va être le cas de Dorothée, alors, dont la vie sera d'une liberté incroyable, et dont la vie sera aussi quand même, malgré tout, menée par un certain nombre d'hommes en coulisses. Ce mariage qu'on l'a obligé à faire avec Edmond de Périgord, avec le neveu de Talleyrand, était tout sauf un mariage d'amour, elle qui a tant collectionné les amants. D'autant plus qu'elle était destinée au frère aîné d'Edmond, Louis, qui est mort en 1808 prématurément, de sorte qu'on s'est rabattu sur le cadet, qui était, semble-t-il, encore moins bien pourvu que son aîné. Mais je dirais aussi que ce mariage avec un Talleyrand Périgord a été sa chance.
Les mariages d'amour qui réussissent et prospèrent dans le premier 19e siècle sont rares, on pourrait en citer des exemples, mais ils sont rares au profit de mariages arrangés qui permettent de sceller des destins politiques, militaires et nobiliaires. Alors elle est née dans les marges extrêmement orientales de cette Allemagne qui a donné tant de fil à retordre à Napoléon. Elle est née, donc est-ce qu'on peut dire qu'elle est née russe, allemande? En tout cas, elle est très cosmopolite, disons. On peut dire qu'elle est née balte. Et nous savons que les nobles, les barons baltes, les barons baltes, les ducs baltes forment au fond la fleur de l'aristocratie qui se répand dans toute l'Europe, à l'est et à l'ouest, puisque la dynastie même des Romanov est d'origine balte. Et la Courlande, c'est-à-dire la Lettonie actuelle, est une province balte qui passe à la Russie. Et Dorothée se trouve projetée, en effet, je dis pas écartelée, mais au contraire magnifiée par ses triples ou quadruples appartenances. Elle est née courlandaise, donc russe. Elle a grandi à Berlin. Allemagne, oui. Ensuite, elle a été transportée à moins de 16 ans. Elle se marie, elle n'a pas 16 ans, à Paris. Elle a été ensuite ambassadrice en Angleterre. Elle est chez elle à Vienne depuis le Congrès. Et elle a beaucoup fréquenté l'Italie. Et enfin, elle est la filleule, faut le savoir. Elle est la filleule du tsar Alexandre Ier. Plutôt son fils est né et le filleul du tsar Alexandre Ier, tandis que son second fils est le filleul de Napoléon et Marie-Louise. On peut dire qu'elle flirte avec ce que l'Europe a de plus sublime. C'est fascinant. Elle parle 5 langues couramment, avec beaucoup d'aisance, dit-on. Mais rassurons les lecteurs, elle parle, je dirais pas avant tout, mais elle parle principalement français. En tout cas, elle écrit complètement en français et il est impossible de déceler dans sa prose quelque chose qui marque ses origines. Et puis c'est d'une finesse tout ce qu'elle écrit. C'est toujours, c'est très charmant lorsqu'elle parle d'un de ses beaux-frères, qui est le prince de Hohenzollern-Hechingen, et elle dit: le prince, chef de la branche aînée de la maison régnante de Brandebourg, fort grand seigneur sans doute, de qui je n'ai d'autre mal à dire que l'impossibilité où je suis de le louer sur autre chose que l'éclat de sa naissance. Comme c'est joliment dit. On dirait du Chateaubriand. C'est quasiment du Chateaubriand, hein, c'est ça. Il y a cette extraordinaire vivacité d'esprit. Alors, comment Talleyrand a-t-il repéré cette jeune fille parmi toutes les jeunes filles de la bonne société allemande de l'époque? Eh bien, il en avait entendu parler dans ses négociations avec la cour de Russie entre 1806 et 1808. Et on lui avait désigné la famille de Courlande comme étant très richement possessionnée. Et en effet, elle était à la tête d'une fortune colossale, puisque chacune des 4 filles en a reçu une part considérable. Et lui-même voulait nouer des alliances entre sa maison, dont il estimait la noblesse à son plus haut prix, et en effet elle était ancienne, avec les cours européennes, ce qui faciliterait sa carrière propre et aussi sa diplomatie. Et ce qui assoirait en quelque sorte encore un peu plus le statut de cette famille, grande famille d'Ancien Régime, mais qui était devenue essentielle dans le Nouveau Régime. À la fois essentielle et désargentée. Donc il y avait une double raison pour nouer une alliance qui soit, au fond, fructueuse. Alors ce qui est terrible, c'est qu'il va réussir à convaincre la mère de Dorothée. Ça n'est pas trop difficile, puisque la duchesse de Courlande ne rêve que d'une chose, c'est d'aller s'installer à Paris. N'oublions pas le statut de Paris à l'époque, véritable capitale de l'Europe, qui attire ce qu'il y a de plus brillant. Mais là où ça devient complètement diabolique, et une fois de plus on est chez Talleyrand, ça ne nous surprend pas, c'est qu'il va réussir à mettre dans la combine le tsar de Russie en personne. C'est Alexandre qui va mener cette manœuvre. Il a mené, vous savez que à Erfurt, en 1808, il a trahi, on peut le dire, les intérêts français, ou en tout cas la personne et les intérêts de Napoléon Ier. Et outre les millions qu'il a exigés de la cour de Russie, et d'ailleurs d'autres, il a mis en plus dans la corbeille une princesse qui devait être cette princesse de Courlande qui lui avait été signalée. C'est donc l'enjeu, c'est le diamant dans un marché, dans une cassette déjà très bien remplie. Mais Talleyrand, véritablement, a fait preuve d'un esprit d'investissement très remarquable. Il ne pouvait pas se douter à quel point Dorothée de Courlande, devenue Dorothée de Périgord, nouerait son destin au sien et les services qu'elle lui rendrait. Car à l'époque, comme on disait, elle avait l'apparence d'un pruneau, c'est-à-dire d'une petite jeune fille, avec des yeux trop grands pour elle, de belles dents, mais maigre, malingre, dirait-on, et encore très silencieuse. Ce qui est assez frappant lorsqu'on observe ces portraits, par Prudhon ou par d'autres, c'est le caractère très singulier de ce physique. On la disait très belle, ça c'est incontestable, mais c'est une beauté qui n'est pas ordinaire. On la reconnaît au moindre coup d'œil sur n'importe quel portrait. C'est assez étonnant. Elle se distingue par son regard, par ses yeux. Elle avait, dit
Guizot, qu'il a bien connu, les yeux de Circé, la magicienne de l'Odyssée. Elle avait des yeux tellement bleus qu'il tirait sur le noir et il ressemblait au fond à ces lacs de l'Europe centrale dans lesquels elle s'était peut-être mirée étant enfant. Et elle a cette capacité inouïe de séduire, de frapper. Elle possède un très grand charisme. C'est d'ailleurs, ce sont les premières lignes de votre présentation, de la présentation que vous avez faite avec votre épouse de cet ouvrage. Vous citez Rodolphe Apponi. La porte s'ouvrit tout à coup, la divinité parut éblouissante de beauté et de satisfaction. On eût dit un rayon argenté sortant d'un nuage d'azur. Et l'on est là en 1849. Elle a 55 ans. Elle a plus de 50 ans, oui, c'est ça. C'est inouï. Mais jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle, ou son avant-dernier souffle, elle rayonnera au physique comme, si vous voulez, quand le physique et l'intelligence se rencontrent à ce point, quand le charme des yeux se redouble de celui de la conversation, qui est un art que nous avons presque oublié, eh bien, le coup part de façon imparable. Oui, c'est ça. Et elle était maîtresse de tout cela. Elle savait s'habiller, elle savait divinement se comporter dans un salon, puisque, encore une fois, elle avait commencé très tôt. Elle possédait une sorte d'assurance innée qui la faisait se distinguer, se remarquer. Évidemment, la pauvre épouse de Talleyrand à côté devait paraître singulièrement terne. Catherine Worley, qui avait donc épousé Talleyrand sur ordre de Napoléon, qui ne voulait pas que son ministre vécût en concubinage, a été marginalisée par Dorothée, qui s'est installée dans cette maison, dans ce palais de la rue Saint-Florentin, qui est devenu le quartier général de Talleyrand. Mais la femme évincée ne s'est pas laissée faire sans protester et sans obtenir d'importants dédommagements. Oui. Alors, les deux, si je puis dire les trois d'ailleurs, mais Talleyrand et sa nièce vont partir pour Vienne. Et alors, après avoir ébloui Paris, ils vont pouvoir éblouir l'Europe, parce que toutes les cours d'Europe se sont donné rendez-vous à Vienne, et les souverains des différentes cours sont là, présents. Ils admirent certes l'intelligence de Talleyrand, mais surtout le rayonnement de sa nièce. Ça va devenir sa période de gloire et de célébrité d'une certaine manière. Alors le palais Kaunitz, qui est la résidence de France pendant le congrès de Vienne, entre septembre 1814 et juin 1815, devient effectivement le lieu où il faut se montrer, où il faut être, non seulement pour briller, mais aussi pour recueillir des confidences, des informations. Et les ministres, mais aussi les souverains, se pressent là, car Dorothée, évidemment, est le phare de cette réunion. Et puis ses origines russes et allemandes. Mais ses sœurs sont actives aussi. Oui. Ses sœurs, ses deux sœurs, ses trois sœurs même, plus leur mère, au fond, les 5 femmes de Courlande sont là et attirent, scotchent, si j'ose dire, les princes, les ducs, les ministres et les souverains eux-mêmes qui n'ont qu'une idée, c'est après les réunions, après les conférences, se précipiter au palais Kaunitz et dans les fêtes que Talleyrand, avec un aplomb imperturbable, dépensant un argent qu'il n'a pas, fait que toutes les autres chancelleries, toutes les autres représentations sont écrasées par lui, par sa nièce et par ses fêtes. Alors si j'ai bien compris ce que vous nous dites, lorsqu'ils partent pour Vienne, ils sont simplement oncle et nièce, même si l'oncle trouve sa nièce divine, mais il est de la vie générale. Et lorsqu'il rentre de Vienne, l'oncle est devenu amoureux de sa nièce. Il y a eu un basculement, il y a eu un changement. Il est passé effectivement d'une relation familiale, tendre, à un amour de plus en plus éperdu. Et je pense que il a vu sa nièce de 20 ans s'accomplir sous ses yeux, alors que jusque-là, elle était une jeune femme tenue un peu à l'écart. Elle était certes dame d'honneur de l'impératrice Marie-Louise, mais enfin, elle ne brillait pas au firmament. Et à Vienne, elle s'installe dans un milieu qu'elle connaît presque mieux que Talleyrand lui-même. Parce que, effectivement, à Vienne se nouent toutes les influences occidentales et orientales, se rencontre toute l'Europe, et dans l'Europe surtout, Dorothée de Dino est chez elle. Eh oui, c'est assez frappant de voir que cette duchesse de Dino va avoir eu les faveurs de Napoléon, qui l'appréciait beaucoup, puis celle de Louis XVIII, qui ne pouvait quasiment pas se passer d'elle, aussi, même si elle était un peu en marge, celle de Charles X à une époque, et puis surtout alors celle du roi Louis-Philippe. Donc elle aura séduit tous nos souverains l'un après l'autre, et puis tous ceux de l'Europe, bien entendu. Le tsar de Russie et le roi, le souverain de Prusse, qui eux aussi sont en admiration, et même en adoration quelquefois, devant cette duchesse dont il faut bien se dire qu'elle a un charisme que personne d'autre n'a égalé en son temps. Alors évidemment, le problème, c'est que Talleyrand est amoureux de sa nièce, mais la nièce, elle, a jeté son dévolu sur un jeune comte, Clam, qui va devenir en quelque sorte le rival du grand homme. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Souvenirs et chroniques de la duchesse de Dino, nièce aimée de Talleyrand, c'est le titre d'un document qui vient d'être publié. Je vous rappelle que c'est dans la collection Bouquins chez Robert Laffont et que Franck Ferrand aujourd'hui consacre son émission à cette duchesse de Dino avec un invité, l'auteur du livre Alain Theis. Est-ce que je peux vous demander, Laurent Theis, ce qui vous a donné l'idée de cette publication chez Robert Laffont, de publier ces souvenirs, et puis surtout toute cette chronique quasiment au jour le jour de la duchesse de Dino? Eh bien, j'ai rencontré Dorothée au travers de François Guizot. Vous avez bien de la chance. Ah, ben voilà. François Guizot, dont vous savez bien qui il était, avait été un haut fonctionnaire dans le deuxième gouvernement Talleyrand en 1815, et c'est là sans doute que Dorothée l'a connu. Guizot avait beaucoup de séduction aussi, pas au point auquel l'a porté la duchesse de Dino, mais beaucoup de séduction aussi. Et quand il a été veuf pour la première fois en 1827, Dorothée, qui est alors duchesse de Dino, elle est devenue duchesse de Dino en 1817, s'est jetée littéralement à la tête de Guizot, qui était déjà fiancé avec sa future femme. Elle a voulu l'attirer même dans son château de Valençay. C'est à Valençay que se trouvent les souvenirs physiquement les plus impressionnants de Dorothée de Dino. Et ils ont flirté ensemble. Quand Guizot a été veuf une seconde fois en 1833, elle est revenue à la charge. Et enfin, quand Guizot, si j'ose dire, a été veuf une troisième fois, mais là de sa maîtresse, la princesse Dorothée de Liévène, l'autre Dorothée, la rivale de Dorothée bis, si j'ose dire, eh bien, à 60 ans passés, la duchesse de Dino s'est rappelée au souvenir de Guizot, et pendant 3 ou 4 ans, ils ont eu des échanges de plus en plus proches. Je ne peux pas dire jusqu'où ils sont allés, mais je ne serais pas étonné, quand je connais bien mon personnage Guizot, qu'ils sont allés jusqu'à l'échange physique même. Oui. Un amour d'automne qui est assez émouvant, je trouve. Ah oui, c'est magnifique même. Il faudrait presque écrire une pièce de théâtre sur ce sujet. Ça peut vous donner des idées, ça peut-être. Alors, le château de Valençay, vous nous en parlez, c'est là que se trouve le souvenir le plus fort, le plus présent encore de notre duchesse de Dino. On peut la retrouver aussi à Rochecotte. On peut la retrouver à Rochecotte, qui est un château qu'elle a acheté en 1827, qui n'est pas très loin de Valençay, qui était près aussi du domaine de son amant de l'époque, Théobald de Piscatori. Elle s'est installée là et elle a trouvé à s'employer dans un domaine qu'elle a découvert, qui était au fond la jardinerie de luxe. C'est-à-dire qu'elle a orné ce domaine, agrémenté, tracé des allées, planté des massifs, bêché un peu à la façon de Marie-Antoinette ou de Madame de Sévigné, avec laquelle elle n'est pas sans rapport. Oui, c'est vrai. D'ailleurs. Et Rochecotte, dans son style, aussi, on y viendra tout à l'heure. Et Rochecotte est resté, c'est près de Langeais, est resté aujourd'hui, je crois que sans faire de publicité, on peut dire que c'est un très beau château-hôtel, dans lequel se trouvent des souvenirs, du mobilier, des portraits de Madame de Dino. Alors pour les grands voyageurs, il y a aussi des souvenirs forcément de la duchesse de Dino vieillissante, devenue duchesse de Sagan, à Sagan, c'est-à-dire là-bas, en Silésie. En Silésie. À l'époque, c'est en Prusse orientale. Aujourd'hui, c'est en Pologne. Le château existe toujours. Il a été pillé et incendié à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si bien que une grande partie des archives et de la correspondance de la duchesse de Dino ont disparu. Mais il y a encore la chapelle dans laquelle elle est enterrée et qui est en cours de rénovation. En ce moment. Le titre existe toujours dans la maison de Talleyrand, il faut le dire. Un des titres les plus prestigieux. Il faut penser à Proust. Il faut penser à Proust, qu'il a transmis à Françoise Sagan. Ah oui, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que Françoise Coirez, cherchant un nom d'emprunt pour son premier roman Bonjour Tristesse, quand elle avait 19 ans, s'est souvenu, on lui a fait souvenir que chez Proust, il y avait un nom un peu inutilisé par un second rôle, qui était en effet le prince de Sagan. Et elle s'est dit, mais Sagan, pourquoi pas ? Et c'est ainsi que le descendant de la duchesse de Dino a transmis via Proust son nom à l'une des romancières les plus réussies, les plus accomplies à mon avis, une femme de lettres accomplie dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ça, c'est un clin d'œil charmant et qui, je pense, aurait beaucoup plu à Dorothée. Certainement. Alors, ce qui plaisait surtout à Dorothée, c'était les beaux jeunes hommes. Disons-le, elle les a collectionnés. Je suis désolé de dire ça. Ça ne la rend peut-être pas très sérieuse à nos yeux, Laurent Theis, mais enfin, objectivement, elle a mené une vie dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle était très libre, surtout pour son temps. Mais c'est une femme qui est à la fois très pieuse et complètement amorale. Ce qui lui vient de ses origines, c'est-à-dire son intelligence masque, mais ne masque pas toujours, un snobisme abyssal. Il y a les gens qui respirent l'air raréfié des hauteurs, dont elle fait partie, au sommet, et puis les autres, pour lesquels elle peut avoir de la bienveillance, de la bonté même, mais qui ne respirent pas le même oxygène. Et c'est pourquoi elle ne se fixait aucune limite que celle de la bienséance, de sa réputation, et aussi de l'honneur
de Talleyrand. Le chagrin qu'elle lui a causé a sans doute joué pour dissimuler ensuite ses amours. Ça, c'est terrible parce que lorsqu'il rentre de Vienne, Talleyrand observe les infidélités de plus en plus grandes de sa nièce. Alors, infidélité à son mari, bien entendu, mais d'une certaine manière, infidélité à lui-même. C'est ce dont il souffre. Alors, on nous l'a décrit, et évidemment, les observateurs de l'époque étaient ravis de pouvoir montrer un Talleyrand qui n'était plus que l'ombre de lui-même, une espèce de fantôme. Il a été très malheureux, en fait, ce qui prouve qu'il était quand même très épris. Il était très épris. Je pense aussi qu'il émettait une sorte de fierté. Il avait fait la conquête de cette très jeune femme. Et qui avait 30 et quelques années moins que lui. Difficilement les rivaux. Mais il faut dire d'un autre côté, à la décharge, si je puis dire, de Dorothée, que, comme on dit, Talleyrand n'était plus tellement en état à cette époque. Il était entouré de ce qu'on appelle le vieux sérail, puisqu'il conservait toujours la tendresse de ses maîtresses. Le vieux sérail, c'est une expression de l'époque. Oui, c'est pas une expression d'aujourd'hui. Il se promenait avec toutes ses vieilles duchesses. Voilà. Et à partir d'un certain moment, il a compris qu'il fallait qu'il s'accommode il fallait que le corps de la duchesse exulte, comme on dit, et qu'il ne pouvait pas faire l'affaire. Néanmoins, il a eu sa revanche tardive, puisqu'il est certainement le père de Pauline de Périgord, qui est née en 1820 et qui est assurément la fille de Talleyrand et le dernier enfant de la duchesse de Dino. Ça, c'est quand même extraordinaire. Une postérité discrète, néanmoins. Oui, mais il a noué avec cet enfant une relation d'une grande tendresse. Et Pauline, devenue Pauline de Castellane, elle aussi a toujours voué à son vieil oncle, à son grand-oncle même, un sentiment particulier. Alors, elle avait quand même un peu un cœur d'artichaut, notre Dorothée. Elle s'éprenait d'un certain nombre de beaux officiers. Alors donc, ce comte Clam dont nous avons parlé. Un Français aussi, vous en avez dit un mot tout à l'heure, Piscatori. Piscatori était un garçon né en 1801 qui est revenu auréolé de gloire de la guerre contre les Turcs en Grèce. Il a combattu auprès ou après Lord Byron pour l'indépendance grecque. Il est revenu avec une blessure et un charme fou. Et c'est ainsi qu'il a emmené Dorothée dans une aventure qui n'a d'ailleurs pas duré longtemps, mais qui a donné lieu à une fille, également prénommée Dorothée, qui a été mise en nourrice et qui est devenue une dame du Sal, je crois, sans que son état civil ait été précisément établi. Le problème, c'est qu'à chaque fois, elle avait des enfants, hein. Elle avait des filles. Écoutez, c'est un problème dont je vous laisse apprécier les causes. Évidemment, les choses à l'époque étaient différentes de ce qu'elles étaient. Mais elle se contentait de dissimuler les 5 derniers mois et elle réapparaissait comme si de rien n'était. Et elle n'a jamais conservé que ses enfants réputés légitimes auprès d'elle, dont elle s'est d'ailleurs très bien occupée, et aussi de ses petits-enfants, puisqu'elle était grand-mère à 37 ans. Et que devenaient les enfants naturels, alors ? Les enfants naturels étaient mis en nourrice, une à Bourbon-l'Archambault, une autre ailleurs. Elle est revenue de Nice enceinte, dont on ne sait pas très bien qui. Et ces enfants, toutes des filles, ont été escamotées. Et aucune, sauf une peut-être, n'a revendiqué cette maternité. Alors, il faut que nous disions un mot, parce qu'il est très important dans cette galerie d'amants de la duchesse de Dino, d'Adolphe de Bacour. Je dis qu'il est très important parce que lui, c'est un homme de lettres, si je puis dire. C'est un secrétaire, d'abord. Alors, Adolphe Fourier de Bacour est un jeune diplomate. Secrétaire d'ambassade. Secrétaire d'ambassade, qui a une dizaine d'années de moins que Dorothée, et qu'elle a rencontré, qu'elle a recruté pour le compte de son oncle à l'automne 1830 pour venir assister de ses compétences de diplomate le vieil ambassadeur et sa nièce qui n'était elle-même pas très rodée au processus et aux affaires diplomatiques, bien qu'elle se soit très vite piquée de diplomatie et d'ailleurs avec beaucoup de succès. Et Adolphe Fourier de Bacour, de petite noblesse honorable, eh bien ça a été un coup de foudre de plus. Vous me direz un coup de foudre de plus, ce qui fait qu'on a du mal à croire à tant de coups de foudre successifs. Eh bien, écoutez, croyez-le ou non, Dorothée... C'est l'époque des grands romans sentimentaux, voilà, après tout. Exactement. Il y a une dimension romanesque dans ces existences. Et ils se sont vraiment épris de l'un de l'autre. Alors, très fortement. C'est une très belle histoire. Ils ont été amants, je dirais, comme ça, parce que nous n'avons pas des preuves formelles, je dirais pendant 15 à 20 ans. Jusque vers 1845-1850. Lui était ambassadeur à Washington, jusqu'en 1842, ensuite ambassadeur à Turin, puis en 1848, il a pris une retraite prématurée, puisqu'il était très lié au régime de Juillet, à la monarchie de Louis-Philippe. Mais ensuite, s'est nouée une amitié tendre, magnifique, épanouie, qui a donné lieu à cette correspondance superbe, dont est dérivée la chronique. C'est dans les lettres adressées par la duchesse de Dino à Adolphe de Bacour qu'a été puisée cette chronique qu'elle-même et que tous les deux, au fond, ont mise en forme avant leur mort respective, puisque la duchesse est morte en 1862 et Bacour en 1867. Et donc,
c'est au fond par cette correspondance que nous voyons s'épanouir ce magnifique sentiment. En lisant cette chronique, on a l'impression qu'elle s'adresse à nous, mais c'est à lui qu'elle parle en vérité. C'est à lui qu'elle parle, elle fait la chronique. Elle fait la chronique. Vous avez parlé tout à l'heure de Madame de Sévigné, c'est vrai qu'il y a le même style faussement oral d'une certaine manière, et la même volonté de plaire dans l'écriture, ce qui rend évidemment ces chroniques extrêmement agréables et faciles à lire. Hein. Mais comme encore à l'époque, elle sait que cette correspondance, ou du moins les passages les plus faciles à communiquer, cette correspondance sera lue par le destinataire à son entourage, qu'elle servira à nourrir une information. Quand Bakour est à Washington et qu'elle lui écrit, elle lui donne des informations sur ce qui se passe aux Tuileries, sur ce qui se passe dans les combinaisons politiques dans lesquelles il est intéressé. De sorte que, à la fois, elle lui dit ses sentiments, mais la chronique ne les a pas conservés tous, et en même temps, elle donne une information sur ce qui se passe en Europe qui est tout à fait de première main. Elle aura à la toute fin de sa vie un très jeune amant. Alors là, on inverse les rôles, hein, si je puis dire. Félix Lichnowsky. Bon, on va pas faire toute la galerie des amants de la duchesse de Dino. Ce qu'il y a peut-être de plus important, c'est cette relation qu'elle aura eue avec Talleyrand. Et notamment, elle joue un rôle essentiel à la toute fin de la vie du grand ministre, puisque elle va le ramener dans l'Église d'une certaine manière. Ça, c'est une influence très importante. Elle-même était passée du luthéranisme où elle était née au catholicisme, alors qu'elle avait 18 ans, pour des raisons peut-être de convenance, mais après tout, sur la foi, il est toujours difficile de s'exprimer tout à fait. En tout cas, elle est devenue de plus en plus, non pas bicote, c'était pas son genre, mais proche de l'Église et des princes de l'Église. Et elle a tout fait pour ramener, pour que son oncle, mais soyons clairs, n'aille pas en enfer, que l'ex-évêque d'Autun, que le prêtre marié renoue, fasse sa réconciliation avec l'Église romaine. Et il a fallu tout son talent de diplomate, d'une part auprès de la cour pontificale, auprès de Rome, d'autre part auprès de son oncle, pour les rapprocher. Et sa fille Pauline, qui à l'époque est toute jeune, à 17-18 ans, a joué un rôle très important pour amener aussi son oncle à faire les gestes qu'il fallait, des gestes purement liturgiques. Que croyait sur son lit de mort le diable boiteux, c'est difficile à dire. Mais il a fait les gestes liturgiques qui l'ont permis de réconcilier avec l'Église romaine et de réinstaller au fond les Talleyrand, puisque la duchesse de Dino est devenue l'année même de la mort de son oncle, duchesse de Talleyrand, de ramener les Talleyrand dans une alliance avec l'Église dont ils avaient été, depuis les croisades, un puissant soutien. Extraordinaire destin de cette duchesse de Dino, la nièce aimée de Talleyrand, dont les souvenirs et la chronique viennent d'être publiés par les éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins, grâce à vous et grâce à votre épouse, grâce à Anne Theiss. Merci beaucoup Laurent Theiss d'être venu nous en parler si savamment. Je rappelle le titre évidemment de votre grande biographie parue il y a 2 ans maintenant sur Guizot. Guizot, la traversée du siècle, un véritable bonheur. J'espère que nous aurons encore l'occasion d'évoquer comme ça un grand nombre de figures de ce 19e siècle qui n'en finit plus de nous éblouir. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et on vous pose la question aujourd'hui, Franck, sur cette idée reçue, paraît-il, en tout cas ce qu'on dit souvent, les carottes rendent-elles aimables? Alors vrai ou faux? Oui, alors avant de revenir sur l'origine de l'expression, revenons peut-être sur celle de la carotte elle-même, qui est là dans nos assiettes, j'allais dire, depuis des millénaires. La première carotte cultivée fait, figurez-vous, son apparition en Perse au Mésolithique. On est entre le 10e et le 5e millénaire avant notre ère. C'était une carotte blanche à l'époque. Et puis, dans la deuxième moitié du 16e siècle, des habitants de la Hollande vont croiser carotte blanche et carotte rouge pour créer cette nouvelle variété, cette carotte orange, en hommage à la maison d'Orange Nassau et à Guillaume Ier, le statutaire d'un certain nombre de provinces, dont celles de Hollande, de Zélande et d'Utrecht. Donc, les carottes, à ce moment-là, sont devenues oranges. Le mythe de la carotte qui rend aimable, je ne sais pas vraiment d'où ça vient. Ça vient peut-être de l'âne, vous savez, de cet animal têtu. Pour faire avancer la monture, il était d'usage de mettre sous le nez de l'âne ce qui est en quelque sorte sa friandise préférée, c'est-à-dire une carotte. Et quand vous montrez une carotte à un âne, j'ai pas fait l'expérience, mais je veux bien le croire, il devient plus docile. Autre explication possible, la carotte a la propriété de fluidifier la bile. C'est un remède pour toutes les affections du foie, ce qui fait qu'autrefois on devait le dire et le répéter, cela.
De plus, la carotte est riche en provitamine A, qui est un antioxydant très puissant. C'est d'ailleurs le légume le plus sucré de tous les légumes. Autant de raisons qui pourraient pousser à une certaine douceur de tempérament, à une certaine amabilité, à moins qu'il ne s'agisse tout simplement d'un argument sans fondement que les parents auraient trouvé pour inciter les enfants à manger des carottes.